bienvenue à tous sur cette conférence Immersion. Merci à Michel Doré d'être parmi nous. Vous allez le découvrir, Monsieur Doré a un parcours très riche. Vous avez commencé votre carrière en tant que paramédic, puis vous êtes devenu infirmier en 1983. Vous allez occuper par la suite des postes de direction à la Croix-Rouge, à la ville de Boucherville et au bureau de la Protection civile du Québec. Et en tant qu'expert conseil, vous allez accompagner les villes de Montréal, Québec et Ottawa dans leur démarche de sécurité civile, ainsi que plusieurs ministères, organismes gouvernementaux et grandes entreprises dans leur démarche de gestion des risques et des mesures d'urgence. Vous devenez ensuite sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie au niveau provincial et occupez au niveau fédéral les fonctions de sous-ministre adjoint région et programme de Santé Canada à Ottawa. Spécialisé dans la gestion des désastres et la gestion de catastrophes, vous êtes aujourd'hui professeur en gestion des risques majeurs à l'Université du Québec à Montréal, directeur du consortium Égide, président du Canadian Risk and Hazard Network et coprésident de la plateforme canadienne de réduction des risques de catastrophes. Autant d'expériences acquises pendant 30 ans dont vous allez nous faire profiter à travers cette conférence qui va éclairer les différentes missions que vous avez pu occuper en tant que gestionnaire d'urgence canadien. Monsieur Doré, je vous laisse la parole. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'opportunité de venir m'adresser à vous aujourd'hui. La question ne m'avait jamais vraiment été posée sur le regard que je pouvais avoir sur les 30 ans d'intervention lors de catastrophes. Et ce que je me propose de faire avec vous au cours des prochaines minutes, c'est de peut-être bâtir ce trajet de la vie. Et pour que ce ne soit pas à caractère autobiographique, je vais surtout présenter quelques événements qui ont jalonné mon parcours et en faire ressortir ce qui m'apparaissait comme peut-être les 2 leçons apprises qui sont restées encore à ce jour en moi à travers ces événements-là. Et je souhaite à la toute fin, peut-être en conclusion, présenter ma perception de l'évolution du domaine de la résilience aux catastrophes ou de la réponse aux catastrophes des 30 dernières années, puis qu'est-ce que ça devrait nous inspirer pour la suite des choses. Je souhaite quand même préserver, si l'agenda le permet, quelques minutes à la fin pour pouvoir dialoguer ensemble, parce que vous comprendrez qu'avec 30 ans de pratique, j'ai plus derrière moi et que devant, et je souhaite que mon propos soit porteur pour ceux qui poursuivront la mission pour les années à venir. Alors, n'hésitez surtout pas à m'interpeller à la fin de la présentation si vous avez des questions, commentaires ou réactions. Alors, comme c'était mentionné tantôt, oui, un petit peu d'armée, un petit peu de médical, très tôt dans ma carrière. Et pourquoi je le mentionne, c'est que ça vient un peu justifier, à tout le moins à mes yeux, à moi, comment je me retrouve aujourd'hui dans cette position. Quelles étaient mes motivations au début? Et qu'est-ce qui a conditionné un peu les biais qui m'ont influencé tout au long de mon parcours? Vous remarquerez, 86, début d'une maîtrise en santé communautaire ou santé publique, parce que je n'ai pas eu le temps de la finir, que déjà les premiers postes s'offraient à moi. En 86, on s'entend au Canada, des postes dédiés à la gestion des catastrophes, c'était plutôt rare. Et donc, en 86, je deviens le premier directeur des services d'urgence de la Croix-Rouge canadienne pour la province de Québec. Vous reconnaissez cette image? C'est le périphérique dans le secteur de Montrouge. Photo prise il y a 2 jours. Et ça m'a frappé quand je suis passé là, j'ai arrêté le taxi, je dois prendre une photo ici. Si c'est sécuritaire, monsieur, vous comprendrez que la sécurité pour tout le monde. Je vous montre une autre photo. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous partagerez la similitude. Et ça, c'est un de nos périphériques à Montréal, 14 juillet 1987. Alors, 14 juillet 1987, inondation majeure sur Montréal. À cette époque, l'île de Montréal était constituée en 27 municipalités, autonomes et indépendantes les unes des autres, avec une communauté urbaine où on se partage des services comme la police et le transport en commun. Aucune structure de gouvernance
ou de coordination ou de préparation d'urgence. Chacune des 27 municipalités faisait son cavalier seul en matière de protection civile ou de sécurité civile. Comme je mentionne, j'entre en fonction au mois de mai à la Croix-Rouge et cet événement-là arrive au mois de juillet. Je disais, j'étais le premier directeur d'une nouvelle unité. Vous comprendrez qu'en 2 mois, il n'y a pas beaucoup de plus de personnel, il n'y a surtout pas d'installation et on n'a pas le temps de faire des procédures. Alors là, vous avez un jeune professionnel, nouvellement gestionnaire, rempli de beaux idéaux qui apprend à l'université et qui tente de tirer son épingle du jeu pour faire la démonstration de sa contribution dans son organisation, mais en même temps tenter de poser des gestes à impact. Alors, on a créé à zéro un centre de coordination d'urgence reliant les services de police, les services d'incendie, quelques municipalités, les bénévoles Croix-Rouge, ainsi que les forces canadiennes, anciens militaires. Et c'est pourquoi j'ai mis comme leçon apprise ici l'importance des contacts préétablis. Au-delà des procédures, des structures, si on n'a pas établi des liens, si on n'a pas établi une relation de confiance, et je vais ajouter de crédibilité en amont, il sera très difficile même de faire vivre nos meilleures intentions documentées sous forme de plans ou de procédures. 23 août 1988. À cette époque, je suis coordonnateur des mesures d'urgence. J'avais déjà commencé, dans le cadre de mon statut d'étudiant de maîtrise, à offrir bénévolement mes services à ma commune, Boucherville, et j'agissais à titre de coordonnateur de protection civile, de sécurité civile. Et là, la municipalité voisine, Saint-Basile-le-Grand, un incendie de biphényl polychloré entraîne l'évacuation de 13 000 personnes, évacuation qui a duré 18 jours. Et là, on s'entend, c'est un psychodrame qui s'installe. Est-ce que c'est dangereux? Et là, la communauté scientifique s'en mêle. La communauté médiatique met le micro dans la bouche de plusieurs sarraux blancs, pas toujours légitimes et crédibles. Certains disent qu'on ne pourra jamais réintégrer les lieux. C'est un nouveau Pompéi qui s'installe en banlieue de Montréal. Et la communauté internationale réunie à Montréal, des experts de partout, tergiverse pendant 13 jours avant de déterminer s'il est sécuritaire ou non de rester. Imaginez la crédibilité dans l'opinion publique quand on annonce fièrement que on vous rassure, vous pouvez rentrer chez vous, et que les journalistes posent la question aux représentants de la communauté et aux élus, comment pouvons-nous être certains qu'il n'y a pas de risque si ça vous a pris 13 jours à en convenir? Voyez-vous, parfois nos meilleures intentions sont un peu déroutées par les processus mis en place. Ce que je retiens de cet événement-là, l'importance des décisions fondées sur la science. Il faut surmonter nos craintes, nos appréhensions et surtout les dogmes qu'on perpétue par tradition et s'appuyer sur la science dans nos décisions. En santé publique, on le fait, en environnement, on le fait. Et je crois qu'il est grand temps, après maintenant 50, 60 ans d'évolution, de développement scientifique dans notre domaine, d'appliquer les leçons apprises plutôt que de perpétuer la répétition de nos approches, je dirais, à la fois dogmatiques et traditionnelles, mais qu'on s'évertue à poursuivre dans l'esprit qu'un jour elles fonctionneront. Vous avez certainement entendu parler d'un mec qui se nomme Einstein. Il a dit quelque chose qui ressemblait à le premier signe d'une certaine pathologie est de continuer à répéter les mêmes choses et espérer des résultats différents. Cette pathologie s'appelle la folie. Alors espérons que nous quitterons bientôt la folie dans le domaine de la sécurité civile pour cesser de répéter les mêmes choses en espérant des résultats meilleurs. Dans cet événement-là, je vous parlais de psychodrame. C'est là où, pour la première fois, j'ai pris la première mesure. Je n'ai pas dit la pleine, mais la première mesure de l'impact de la santé mentale en matière de réponse aux catastrophes. Parce qu'on est dans une banlieue qui est tissée serrée et qui est évacuée avec des jeunes familles, des jeunes enfants. Et là, toute cette notion de charge émotive, d'insécurité,
de crise à l'échelle des familles. C'était la première fois pour moi qui arrivais avec mon idéal opérationnel. Tout à coup, le volet psychosocial prend une dimension importante et pour la première fois, les ressources du réseau de la santé gouvernementale étaient interpellées pour se mobiliser en réponse à des enjeux psychosociaux. 19 avril 1995, les attentats d'Oklahoma City. À cette époque, j'étais en train de faire mon doctorat aux États-Unis et j'étais stagiaire à FEMA. Vous savez, la nature horreur du vide et parfois même le destin, incluant la loi de Murphy, fait bien les choses, pas seulement mauvaises. Il y a parfois des circonstances positives dans l'adversité. J'étais dans ma 3e semaine de stage lorsque l'événement est arrivé. Et vous vous souvenez de cette explosion des extrémistes de droite, des locaux, des domestiques, des Américains ont fait sauter un camion devant un immeuble fédéral. Et dans cet événement-là, j'ai appris, disons, par osmose ou par immersion, la culture américaine. On rencontre des fonctionnaires, collègues de travail, et soudainement, quand il y a un attentat comme celui-là, on voit apparaître les US Marshals. Les US Marshals, on voyait ça à l'époque des cow-boys et des Indiens, c'était les superviseurs des shérifs. Dans les temps plus contemporains, on connaît plus leur mission comme pour les transferts de détenus. Mais une de leurs fonctions importantes, c'est d'assurer la protection des fonctionnaires fédéraux. Et on attribue dans la fonction publique le statut de marshal à certains fonctionnaires à qui on remet une insigne et une arme qui est dans leur tiroir. Et quand il arrive un événement qui menace l'intégrité des fonctionnaires, ces gens remettent leur costume de western avec le pistolet à la hanche et la badge. Et soudainement, on est armé pour protéger nos collègues de travail. C'est de la santé-sécurité au travail appliquée dans un contexte qui est très différent de ce qu'on voit chez nous au Canada. Dans cet événement-là, dont je vous parle des US Marshals comme étant une des leçons que je retenais ici, l'autre, c'est le conflit que je qualifierais de persistant entre l'enquête et l'intervention. On le voit dans tous les attentats terroristes et à chaque fois qu'il y a un attentat de la sorte, on en parlait ce matin dans la conférence d'ouverture, on fait un périmètre, on empêche, on interdit l'accès, on évacue ceux qu'on peut évacuer, on fait sonner la musique. Et après ça, on essaye d'orchestrer l'intervention. Mais pendant ce temps, les gens saignent, les gens meurent, et on a privé ces victimes des premières ressources disponibles, c'est-à-dire les gens dans leur environnement immédiat. Dans le cas de cette explosion, pour le combat d'incendie et la décontamination, on imposait aux pompiers de retirer leurs bottes à l'entrée du périmètre pour mettre des bottes neuves sur le site pour ne pas contaminer la scène de crime. Les victimes ne sont pas sorties du périmètre. Alors, quand on pense à conflit de priorité, lors d'un événement aigu, quand il y a un incendie, que l'incendie soit d'origine criminelle ou non, les pompiers vont s'affairer à neutraliser le brasier, extraire les victimes et ensuite, on remet la scène aux forces policières pour les enquêtes. Mais pourquoi, dans les situations de catastrophe, on est encore préoccupé plus par l'enquête que par la réponse pour faire la différence? Et ça, pour moi, c'était une illustration très tôt dans ma carrière que c'est des situations qui ne peuvent plus durer. On doit changer ça. Malheureusement, 20 ans plus tard, force est d'admettre que cette réalité-là existe encore, à tout le moins chez nous. Le 4 mai 1995 est prévu aux États-Unis un exercice en temps réel, la plus grande simulation en temps de paix jamais organisée aux États-Unis. La simulation s'intitule Response 95. Et le directeur, l'administrateur de la Federal Emergency Management Agency a enregistré une capsule qui est diffusée dans tous les fuseaux horaires américains simultanément, annonçant la tenue de l'exercice et annonçant qu'en aucune circonstance, cet exercice-là ne serait interrompu ou annulé parce qu'on y avait investi 5 millions de dollars pour un exercice à déploiement réel d'effectifs.
Ici, Murphy s'est manifesté. La loi de Murphy, quelque chose peut aller mal, mais ça ira mal. Alors voici ce qui se passe. Du 8 au 10 mai, la Louisiane est frappée par des pluies diluviennes. On ne parle pas d'un ouragan. Et des pluies diluviennes qui entraînent des inondations qui affectent 14 500 résidences. La Louisiane était partie centrale du scénario de l'exercice prévu. Et il s'est passé quelques jours, on était quelques jours dans l'exercice, et à cette époque-là, comme stagiaire, j'étais dans la cellule d'information et intelligence et renseignement. Et après quelques jours d'exercice, on est une équipe de 3, et on reçoit des messages d'exercice et des messages qui semblent incohérents, mais qui traduisent une certaine anxiété. Il y a une espèce de sentiment d'urgence qui se relaie dans certains messages. Et ça nous a pris quelques heures avant de discriminer qu'il y avait un événement réel qui se produisait exactement au même endroit et de nature similaire au scénario d'exercice. En termes de confusion, on s'entend, ce n'est pas l'idéal. Toutefois, quand je dis le hasard fait parfois bien les choses, à cause de l'exercice, il y avait eu un prédéploiement des ressources gouvernementales fédérales et donc il y avait déjà d'installer en Louisiane, en préparation à l'exercice, toute une batterie de ressources lourdes qui avaient été déployées et qui ont finalement été utilisées rapidement dans le contexte de cet événement. Cet événement était, à l'époque, en Louisiane, la plus importante inondation de son histoire. Évidemment, c'était avant Katrina. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Mais l'importance de la gestion de l'information et de l'analyse de ce renseignement et quelques heureux hasards. Et si on est le moindrement attentif, on remarquera que dans chaque catastrophe, il y a des heureux hasards. Malheureusement, on ne les documente pas tous et on ne les souligne pas suffisamment pour encourager les gens à profiter parfois d'opportunités circonstancielles qui ne sont pas toujours prévues dans nos plans de contingence. On revient au Québec après le stage et du 19 au 21 juillet 1996 se produit une des plus grandes catastrophes du Québec, le déluge du Saguenay. Il s'est déversé plus de 120 cm de pluie en 2 jours. C'est beaucoup d'eau. Et là, les réservoirs des barrages hydroélectriques n'ont pas tenu. Et un enchaînement de ruptures de barrages a entraîné une inondation mortelle. On dénombre environ 25 décès dans cet événement-là. À l'époque, j'étais expert conseil et un de mes clients, la communauté urbaine de Montréal, qui, après les inondations de 87, a créé un bureau de sécurité civile. Ce client me mandate d'aller faire une évaluation de dommages et une évaluation de besoins au Saguenay pour voir comment la communauté métropolitaine pouvait apporter un soutien, une aide rapprochée aux administrations locales impliquées dans cette catastrophe. Et honnêtement, je ne m'étais jamais préparé à faire une évaluation de besoins. Je m'étais toujours préparé à aller faire une évaluation des dommages et une réponse d'urgence. Mais une évaluation de besoin dans la perspective d'aider quelqu'un d'autre, c'était la première fois. Et ça m'a en même temps incité à inclure dans ma pratique, c'est beau de regarder qu'est-ce que je peux mobiliser dans mon environnement ou dans mon organisation pour répondre à une catastrophe, mais dans quelle mesure on peut s'organiser, nous, pour recevoir de l'aide extérieure. Très peu de plans de contingence se préoccupent de l'arrimage avec l'aide extérieure que l'on peut recevoir. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être systématique dans tout plan de contingence. Et de plus, ça nous donne une certaine humilité quant à l'identification de nos capacités et de ne pas croire qu'on est toujours capable de répondre à tous les besoins pendant toute une durée éternelle et peu importe le nombre de personnes affectées. Dans celle-ci, je retiens aussi la notion de l'importance des contributions des voisins corporatifs. Le monde des entreprises privées est souvent vu comme étant ennemi des entités publiques lors de catastrophes. Dans le déluge du Saguenay, de grandes entreprises ont libéré des espaces, ont libéré des employés, des équipements lourds
pour prêter secours, prêter assistance. Et dans notre système canadien, les forces armées ne sont utilisées qu'en dernier recours lorsque les ressources locales, régionales, provinciales sont incapables de suffire à la tâche. Au Saguenay, on a une des plus importantes bases militaires voisins de cette municipalité. Le commandant de la base, sur sa propre autorité, a décidé de déployer les effectifs sans respecter la chaîne d'autorité et d'autorisation politique parce que, comme voisin corporatif, ses propres militaires, leurs employés sur la base, leurs familles habitent là. On ne peut pas rester en attente d'une commande qui prendra quelques jours pour déployer des hélicoptères et sortir les gens des positions précaires où elles se trouvent, notamment sur le toit de leur résidence. Alors, de là l'intérêt d'être ouvert, encore une fois, sur les contributions inorthodoxes ou celles inhabituelles qu'on peut espérer ou qu'on pourrait souhaiter dans nos plans pour démontrer cette ouverture et cette interopérabilité. Déluge la tempête de verglas, à ce jour, rentre dans les 2 ou 3 principales catastrophes de l'histoire canadienne, de l'histoire contemporaine canadienne. On reçoit 110 mm de précipitations verglaçantes. Alors, 11 cm de glace qui s'accumulent sur toutes les structures, le bâti, les véhicules, les infrastructures, les fils électriques. Alors, imaginez des câbles électriques entourés d'une gaine de plus de 10 cm de glace. Peu de fils peuvent résister à ça, et jusqu'aux pylônes, aux lignes de transport qui se sont effondrées. Alors, dans cet événement-là, près de 4,5 millions de résidents, seulement au Québec, là, il y a eu des impacts au Nouveau-Brunswick et en Ontario, 4,5 millions de citoyens ont été privés d'électricité dans un environnement glacé en période hivernale, pendant des périodes allant jusqu'à 55 jours. Qu'est-ce que je retiens ici? C'est que c'est le poids des mythes. Il y a énormément de mythologie entourant la gestion des catastrophes. Le mythe de la panique, le mythe du pillage, le mythe de la dépendance des populations envers les appareils étatiques, le mythe de la panique qui rend la population totalement incohérente ou irrationnelle dans ses décisions. Sur l'île de Montréal, les 2 principales usines de traitement, usines de purification, de filtration d'eau ont été privées d'électricité. Les réserves d'eau ont baissé. La pression d'eau dans le réseau d'aqueduc et le réseau des bornes-fontaines a chuté à des endroits où il n'y avait plus de pression. Et certains individus en autorité ont interdit d'informer la population de peur que la population remplisse les baignoires de crainte d'une pénurie d'eau. Et pour ce faire, on s'est privé de demander à la population de réduire leur consommation pour préserver l'infrastructure. Dans plusieurs quartiers de Montréal, il n'y avait aucune capacité de combat d'incendie. Et vous savez quoi? Les 2 principales causes de mortalité sur l'île de Montréal pendant la tempête de verglas, la première, les intoxications au monoxyde de carbone pour des chauffages alternatifs totalement inefficaces. Et le deuxième, c'était les chutes sur surface glacée. Il n'y a rien à voir avec l'hypothermie. C'est juste pour dire qu'encore une fois, il faut faire preuve d'ouverture et de respect et de confiance envers la population. Si on est capable, en pleine canicule, en mois de juillet, de leur dire de réduire leur consommation d'eau, et on le fait avec succès, pourquoi ne pas leur faire confiance en hiver, en circonstances plutôt inhabituelles, qui vont adopter des comportements tout aussi respectueux du besoin? Et si sur 1,8 million de population, il y en a 3 qui remplissent leur baignoire, je pense qu'au net, on va quand même avoir réussi à préserver une infrastructure. Convergence des complications, on a une tempête de verglas, on a de la glace, rupture des infrastructures de courant, panne électrique, panne d'usines de filtration d'eau, fermeture des ponts. On est sur une île. Montréal est une île. 1,8 million de résidents. Les ponts sont fermés à cause de la glace. On utilise des béliers mécaniques et des chars militaires pour frapper les structures métalliques, pour faire tomber la glace, pour permettre la circulation. On condamne le seul tunnel, on interdit à la circulation du grand public le seul tunnel sur l'île pour organiser des convois de ravitaillement en pétrole parce que, bien entendu, les 2 raffineries
qui alimentent Montréal sont tout aussi privés d'électricité en pareille circonstance. Alors ici, la loi de Murphy nous a maganés, pour reprendre l'expression québécoise, nous a poussés aux extrêmes de nos capacités de résilience comme société nordique en milieu hivernal. Le fameux passage à l'an 2000, ou la crise qui ne s'est pas produite, la démonstration, encore une fois, qu'il est dur de prouver, la démonstration, l'efficacité de nos mesures préventives. Alors, est-ce qu'il ne s'est rien passé parce que nous avons été efficaces en prévention ou parce qu'il n'y avait pas réellement de menace? Dans cette période-là, comme expert conseil, on a accompagné plusieurs organisations privées et malgré les efforts, ce que je retiens personnellement de cet événement-là, c'est qu'on a fait une convergence, ce qui a été positif, une convergence des enjeux de sécurité civile et de continuité des opérations, continuité des affaires. Par contre, la planification ici est au premier degré. On a fait un plan pour le passage à l'an 2000 et on a investi énormément d'efforts et d'argent. Et qu'est-il resté de cet effort de planification au lendemain de la tempête du passage à l'an 2000? Très peu de choses. Mais si on avait pris l'incitatif du passage à l'an 2000 pour vraiment investir dans la planification de la continuité au sens large, ça aurait été tout aussi efficace pour le passage à l'an 2000, mais il y en aurait resté des retombées qui seraient encore présentes aujourd'hui. Alors, on est 19 ans plus tard, 19 ans après le passage à l'an 2000, et à ce jour, il y a encore de nombreuses organisations qui ne se sont pas dotées d'un plan de continuité de services essentiels ou de maintien d'activité. Quant au passage à l'an 2000, à peu près tout le monde avait son petit plan en 2000 sur le coin de son bureau. Alors, encore une fois, apprentissage au premier degré insuffisant pour la résilience qu'on souhaite aux catastrophes. Juillet-août 2006, on se souviendra d'un conflit Sud-Liban-Israël. Le gouvernement canadien organise le rapatriement de ressortissants canadiens au Liban et on organise un pont aérien qui va rouler pendant 7 semaines. Juillet-août, ça coïncide avec la période des vacances. 50% ou à peu près de l'effectif gouvernemental est en congé et on doit mobiliser une réponse interministérielle d'aide humanitaire chez soi pour accueillir des gens. Mais là, ça devient une tradition maintenant un peu partout. Et dans ce contexte-là, on a utilisé notre plan de sécurité civile pour lequel il n'y avait jamais eu d'hypothèse de planification pour tenir compte d'opérations semblables. Mais les réflexes prévus, les modalités inclus dans notre plan national de sécurité civile nous ont permis de répondre favorablement et adéquatement à cette intervention-là, avec une combinaison de ressources bénévoles et payées. On parle d'un effectif de 1000 personnes par jour, par 24 heures, sur une période de 7 semaines en période de vacances. Et c'était 50% bénévoles, 50%. Quand je dis bénévole, c'est ce qu'on appelle ici l'associatif. Donc, 50% d'associatifs, 50% de fonctionnaires se sont mobilisés pour organiser cette réponse d'accueil et de réintégration. Pourquoi de réintégration? Certains Libanais avaient la double citoyenneté, donc ils étaient citoyens canadiens, mais vivaient au Liban. On les a rapatriés ici comme citoyens, mais n'avaient plus de tissu social pour se réintégrer. Alors, ça a été quand même une opération très, très lourde, autant sur l'aspect logistique que sur les dimensions psychosociales. Le 9 août 2007, à Rivière-au-Renard, pour ceux qui connaissent le Québec, on est sur un seul fuseau horaire, mais on peut faire 15, 16, 18 heures de route et toujours en restant dans la partie sud et courte du Québec, on est toujours à l'intérieur de notre province. Alors ici, à l'extrême est, sur la péninsule gaspésienne, on a des ruptures de barrages de castors. Vous avez des barrages de castors chez vous? Alors, nous avons des castors, nous avons des barrages de castors. Ça semble anodin, mais ces ouvrages retiennent de l'eau. Et ici, on a une pluie diluvienne qui fait rupturer un barrage. Et évidemment, avec les coups d'eau, plusieurs se sont enchaînés et ça a créé une inondation torrentielle mortelle qui a emporté des résidences et des résidents. Et dans ce cas ici, j'étais à l'époque coordonnateur de la sécurité civile nationale au Québec.
et organiser une réponse en région où est-ce que notre empreinte bureaucratique, où on a peu ou pas d'employés gouvernementaux, l'administration municipale est somme toute limitée, et il fallait déployer presque un dispositif d'aide internationale, mais sur notre territoire domestique, à cause qu'il fallait déployer des gens et une lourde logistique pour répondre. Et ça, pour nous, au Québec, on n'est pas habitué de déployer. Comme gouvernement provincial, on ne déploie pas des ressources à l'étranger. Le fédéral est habitué de le faire, mais pas le provincial. Alors pour nous, ça semblait être presque une mission de déploiement international, mais intraterritorial, tellement ça se trouvait en milieu isolé. Et avec la réalité du changement climatique, on risque de vivre ça encore plus avec le Nord canadien, parce que maintenant, dans le Nord, on a des bateaux de croisière qui viennent passer chez nous et dans des endroits où il n'y a aucune communauté ou aucune infrastructure capable de répondre à un échouement de bateau, par exemple. Le défi de la reconstruction, petit village, conditions météorologiques qui ne sont pas toujours faciles. L'été est très court dans cette partie-là du Québec et ça a pris 3 ans à reconstruire la communauté parce que la période de reconstruction en été est très brève. Et ça aussi, ça a entraîné son lot de préoccupations, de défis. Et ce que ça m'a dit à moi comme leçon, c'est que nos plans de sécurité civile sont totalement inadéquats, insuffisants pour prévoir la reconstruction. Et il y a des choses qui sont prévisibles et récurrentes dans tout effort de reconstruction, et malheureusement, on ne les documente pas assez pour les intégrer dans nos mécanismes réflexes. En novembre 2009 et janvier-février 2010, la pandémie d'H1N1, je suis toujours sous-ministre à la Sécurité civile du Québec et coordonnateur du dispositif pandémie dans son ensemble, mais évidemment, le ministère de la Santé a un rôle important pour le volet santé publique, mais pour tout l'aspect continuité de services essentiels, maintien des services de l'État, cohérence des actions interministérielles, c'est le dispositif de sécurité civile qui est mandaté pour assurer la coordination étatique. Et donc, vous me voyez ici à un autre temps où la chevelure était un peu plus apparente et accompagné du directeur national de la santé publique. Et on faisait un point de presse, une conférence de presse à tous les jours, 7 jours par semaine, pendant des mois, pour à la fois informer le public, assurer la cohérence de l'action gouvernementale et rassurer les gens quant à notre capacité de répondre à leurs besoins, mais surtout le dialogue constant avec les médias et la population pour répondre de leurs préoccupations, notamment sur l'innocuité du vaccin, sur la disponibilité des ressources, la fermeture des écoles ou non. Alors, c'était des éléments qui ont été qui se sont manifestés durant l'événement. Ce que je retiens ici, c'est que la sécurité publique et la santé publique vont comme les deux doigts d'une même main dans le gant, puis je dirais les 2 doigts dans le même gant, parce que la santé publique, c'est ni plus ni moins de la sécurité civile appliquée. Et on a toutes les raisons de créer la synergie et la convergence entre ces 2 mécanismes, parce que de la sécurité civile, on fait ça pour protéger une population, et la santé publique, sa mission, c'est de s'occuper de la santé de la population. Alors, vous comprenez qu'au-delà du discours ou de la sémantique, on a une mission qui est ni plus ni moins convergente, si ce n'est pas une mission qui a des risques de duplication si on fait cavalier seul. Et le positionnement médiatique avec les modalités que je vous expliquais tout à l'heure, important d'entretenir un dialogue. Et je dis dialogue, une conférence de presse, oui, on présente des lignes médias organisées ou déterminées par nos autorités politiques, mais d'être à l'écoute de ce qui se dit dans les médias, la couverture médiatique et d'être en conférence de presse publique nous permet d'être en interaction avec les gens. Janvier 2010, rapatriement Haïti. 2006, on a fait le Liban. 4 ans plus tard, on rapatrie, le gouvernement canadien rapatrie et nous, encore une fois, c'est le Québec qui est identifié pour recevoir la masse de ces personnes. Et donc, on a réappliqué, ni plus ni moins, le réflexe organisationnel qu'on avait utilisé, donc notre plan national de sécurité civile. Et, concours de circonstances, 4 ans a séparé les 2 événements et on avait encore à peu près 50% des effectifs, tant dans le monde associatif que dans l'appareil gouvernemental, étaient encore dans les mêmes positions. Et ceux qui avaient cheminé étaient maintenant souvent en autorité par rapport à la position qu'ils avaient auparavant. Alors, il y avait une espèce de sentiment de déjà-vu, un certain confort d'entrer dans des vieilles chaussettes en amorçant cette opération d'envergure, qui avait quand même quelques nuances.
Et celle-ci, on est dans une situation où est-ce que c'est une aide humanitaire, mais dont le niveau de criticalité est plus important qu'au Liban. Au Liban, on accueillait des déplacés qui avaient, si on veut, un stress de déplacement en situation de conflit. Mais dans ce cas-ci, on a des gens qui débarquent de l'avion qui sont médicalement affectés, psychologiquement aussi, mais qui sont malades. Certains sont qui ont des blessures, qui ont des traumas, qui ont été stabilisés là-bas et qu'on accueille par brancard. Alors, c'est une opération encore plus complexe du point de vue sanitaire au niveau de la réception des gens à Montréal. Alors ça a été important. Le point d'en bas, j'attire notre attention collective et juste d'y parler, il y a un petit frisson qui me traverse. On a vu dans les images à Haïti une dame accoucher dans les décombres derrière un drap. Ça, on voit ça dans les médias, puis avec les médias en continu, cette image-là, elle est reprise et reprise et reprise. Cette personne-là est débarquée dans les 36 heures suivantes à l'aéroport de Montréal. Je ne vous cache pas que l'impact que ça a eu au niveau du personnel, j'ai du personnel qui sont devenus dysfonctionnels. Puis je ne parle pas juste de femmes, là, je parle d'hommes là, qui ont été cassés par cette image-là qui s'est finalement manifestée chez nous. Mais c'était comme en même temps la goutte qui faisait un peu déborder le vase parce qu'on a eu des jours et des jours et des semaines d'exposition à des situations difficiles. Et là, on nous en explosait une au visage. Une anecdote d'une situation critique, qui maintenant nous éclate au visage. Et suite à ça, j'ai pris la décision de faire déployer dans l'unité d'opération une équipe psychosociale. J'ai fait déployer des travailleurs sociaux et psychologues, non seulement parmi les intervenants et les sinistrés, mais dans le centre de coordination. Et quelques personnes ont été extraites de l'opération parce que leur charge émotive était rendue au point tel que ça menaçait leur intégrité physique. Et donc, il ne faut pas sous-estimer que même si on n'est pas exposé au premier degré sur le site d'un événement, que la charge émotionnelle peut venir suffisante pour venir déranger même des gens à distance. Et il y a même une littérature scientifique qui commence à apparaître sur le deuxième impact psychologique ou l'impact psychologique sur les intervenants de deuxième ligne lors de catastrophes. Glissement de terrain de Saint-Jude. Je suis toujours sous-ministre à la Sécurité civile du Québec. Vous remarquez... Y a-t-il un pointeur là-dessus? Non. Vous remarquez au centre de l'espèce de cratère qu'il y a là, une espèce de toit vert. Dans ce toit vert sous ce toit vert résidait une petite famille de 4 personnes qui écoutait une joute de hockey du Canadien de Montréal. Et il y a eu un glissement de terrain non annoncé, subi. Les 4 personnes sont décédées. Et ici, leçon apprise, erreur d'interprétation. Construction récente dans une zone à glissement de terrain. Et au moment de l'émission du permis, la Ville a mal interprété le code de vulnérabilité au glissement de terrain et a accordé un permis dans une zone à grand glissement. Et 4 personnes ont perdu la vie dans cet événement-là. Ce qui, ici, je vais ajouter un message, c'est les limites personnelles. On a été rechercher les dépouilles des 4 personnes et on extrayait les corps de jeunes enfants à la pelle mécanique dans des coulées de boue. Et je peux vous dire que les pompiers qui étaient dans l'excavation, les policiers qui étaient au périmètre, le coroner sur le site, tout le monde pleurait. Tout le monde, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à des situations aussi extrêmes. Et ces images-là marquent. Et je ne dis pas que c'est cet événement-là nécessairement qui a été un événement marquant, parce que pour des intervenants d'urgence de carrière, on en a vu d'autres. Mais il a suffi pour probablement plusieurs des intervenants que cet événement-là vienne faire le lien entre toutes les situations affectant des jeunes enfants pour les précipiter vers le stress post-traumatique. Le 11 mars 2011, je suis sous-ministre au gouvernement fédéral à Santé Canada. Arrive le tremblement de terre, le tsunami, l'accident nucléaire de Fukushima. Je croyais m'extraire en allant à la santé, je croyais m'extraire des catastrophes, mais la catastrophe est venue me rejoindre parce que le ministère de la Santé au Canada est responsable du plan d'urgence nucléaire. On est donc responsable de la surveillance des retombées radioactives sur le pays, mais aussi de tout le déploiement des dispositifs antinucléaires ou antiradiologiques.
Et ça veut dire qu'il fallait se préoccuper de la santé de nos travailleurs canadiens. On a des fonctionnaires canadiens dans l'ambassade au Japon. Il fallait s'occuper de l'intégrité et du rapatriement de nos ressortissants canadiens, s'occuper du monitoring des retombées pour la santé de la population, mais aussi pour l'intégrité de nos produits agroalimentaires. Alors, ça a été un événement d'envergure où, ici, je retiens la leçon de l'importance d'un leadership fondé sur la compétence, pas seulement sur les procédures ou les rôles et responsabilités. Et la santé et sécurité des ressortissants, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui plus monnaie courante, mais à ce moment-là, il n'était pas pour nous au Québec ou au Canada une réalité récurrente. Dans le monde associatif, on a un monde associatif au Canada et évidemment, je disais tantôt, des fois, j'essayais de m'extraire des catastrophes, ils venaient me rejoindre, mais j'ai compris que j'étais condamné à finir ma vie dans un dispositif. Et j'ai donc continué à m'investir dans l'associatif comme responsable de la sécurité civile pour Ambulance Saint-Jean, l'équivalent de la Croix de l'Ordre de Malte ici en France. Et on a fait intervenir les bénévoles on est intervenu comme bénévoles dans d'importantes inondations. Et chez nous, on est en train, je ne dis pas que c'est parfait, mais de raffiner nos mécanismes où est-ce qu'on favorise l'interopérabilité du monde associatif et des intervenants étatiques, pas seulement dans les centres d'hébergement ou la prise en charge des évacués, mais jusqu'au travail conjoint sur le site. Et j'ai choisi cette image dont je constate que la résolution n'est pas optimale, mais nous avions des bénévoles de recherche et sauvetage au sol et bénévoles de recherche et sauvetage et de médical embarqués dans les navires de la garde côtière et ou dans les véhicules militaires pour contribuer aux évacuations des sinistrés et assurer un support médical rapproché. Cet événement-là s'est produit dans une banlieue où est-ce que le service préhospitalier n'a pas de ressources suffisantes en nombre pour répondre à l'étendue des sites d'intervention qu'il y avait. Et c'est là que le dispositif associatif a pris toute son importance. Importance qui s'est répétée le 11 mars 2018. Je dis mars, c'est pas mars, c'était septembre 2018. Et ici, on a eu une tornade dans la région de la capitale nationale, Ottawa-Gatineau. Et pour une première fois, dans le monde municipal d'une grande ville, on a permis aux associatifs de travailler de pair avec les services de première ligne et on accompagnait dans le porte-à-porte le suivi de tous les immeubles et résidences pour faire l'extraction des victimes, en complémentarité évidemment avec les services d'incendie qui, eux, allaient travailler plus avec l'équipement lourd dans les poches de résistance ou les immeubles à plus haute densité. Alors, qu'est-ce que je retiens en 30 ans? C'est qu'on a une tendance naturelle à se préparer pour ce qui vient d'arriver plutôt que ce qui va arriver. On est passé de la guerre froide et la défense civile, où on était centré sur un dispositif militaire et policier. Est arrivé un Bhopal, un Seveso, un Mississauga, un Three Mile Island, et on a réalisé que les matières dangereuses devenaient un enjeu, et tout le dossier hazmat ou matières dangereuses a pris son essor. On a laissé de côté l'armée et la police, on a concentré nos efforts sur l'incendie et on est parti sur cette vague pour quelques années. Arrive le bug à l'an 2000, on fait la continuité de services essentiels, on pense à des dispositifs plus légers, plus, je dirais, fonctionnels que structurels de la sécurité civile. Ce qui a été bien parce que ça a permis de faire un pont avec le secteur privé. Mais on a laissé de côté un peu les dispositifs opérationnels terrain, mais les catastrophes terrain continuent à se répéter. Le 11 septembre, le monde a basculé et le monde de la sécurité civile a régressé. Parce que vous vous souvenez, au début, je disais, on a commencé dans les années 50 avec la guerre froide, et là, on est revenu aux années de la guerre froide. Fait que depuis le 11 septembre, on est revenu aux dispositifs militaires et aux dispositifs policiers. Et je crois que l'histoire risque de se répéter. Parce qu'entre chacun de ces événements-là, il y a de grandes catastrophes d'origine naturelle ou industrielle qui sont venues nous rappeler que la prochaine catastrophe sera de nature différente de la dernière et qu'on ne doit jamais baisser la garde. Et que la leçon apprise d'un événement antérieur doit se relire non seulement en regard de l'événement qu'on vient de vivre, mais de s'appliquer de façon plus générale au prochain événement, quelle qu'en soit la nature.
Dans les années 50, notre domaine a été catalysé par la guerre froide. Depuis les années 70, la recherche a fait évoluer notre domaine. On a une lourde tradition des 50 dernières années. Et pourquoi je la dis lourde, cette tradition de recherche? C'est qu'elle n'a pas encore été épuisée. Il y a encore dans les rapports d'événements et de recherche des 50 dernières années des données scientifiques probantes qui, à ce jour, ne sont pas reflétées dans nos mécanismes d'intervention ou dans nos mécanismes de gestion de risque. On évolue. La recherche nous a amenés à créer des programmes de formation, à créer une certification professionnelle. On a rendu à spécialiser les postes. Et depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, on voit une augmentation exponentielle du nombre de postes qui sont dédiés à la sécurité civile, ce qui auparavant était une tâche qu'on ajoutait au profil de responsabilité d'un autre professionnel. Ce qui nous reste à faire, c'est à établir le lien de confiance des décideurs envers cette science, envers ces formations professionnelles ou envers cette nouvelle classe de professionnels, parce qu'encore à ce jour, quand il arrive des catastrophes, les élus se tournent vers des experts crédibles à leurs yeux pour influencer leurs décisions. Et sans trop de surprise, on se retourne vers les militaires et les policiers en faisant un peu fi de toutes les autres expertises et de toutes les autres sciences qui peuvent contribuer et qui devraient contribuer à offrir une réponse optimale aux catastrophes. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ces réflexions vous permettront à tout le moins d'éveiller quelques questionnements dans votre pratique et pourront trouver écho comme réinvestissement dans votre intervention, votre capacité, je dirais votre devoir de contribuer à la résilience de vos communautés et à celle de notre société et de notre humanité. Merci beaucoup.